La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danon. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'Alliance israélite universelle où tout au long de cette année 2020, nous racontons l'histoire de l'Alliance à l'occasion du 160e anniversaire de la création de l'Alliance en 1860 et surtout avec la publication du livre de Georges Bensoussan chez Albin Michel il y a quelques mois, l'histoire de l'Alliance israélite universelle, Juifs d'Orient, Lumière d'Occident. Georges Bensoussan, bonjour. Bonjour Ariel. Alors, tout au long des dernières émissions, nous avons parlé de la création de l'Alliance, de la création des écoles de l'Alliance, également des programmes d'enseignement. La semaine dernière, nous parlions de l'enseignement de la langue française, notamment, qui était un des points les plus essentiels de l'œuvre de l'Alliance. Mais nos auditeurs ne l'ignorent pas, pour créer des écoles, il faut avant tout avoir des enseignants. Et donc, nous allons commencer une série de 2 émissions, Georges Bensoussan, où nous allons parler justement de ces maîtres de l'Alliance, en commençant par leur formation, puisqu'ils sont formés au métier d'instituteur, et ils sont formés au métier d'instituteur au sein d'une école restée célèbre, l'ENIO, l'école normale israélite orientale, qui a été véritablement l'une des révolutions, l'une des plus grandes œuvres de l'Alliance, et pendant un temps, la seule école de l'Alliance qui existait en France, puisque son objectif était avant tout de former des maîtres pour le Moyen-Orient, pour les Balkans, pour l'Afrique du Nord. Et donc, l'ENIO a été véritablement cette école de formation d'où sont sortis tous les maîtres de l'Alliance. Tout à fait. L'IGNO a été fondée 6 ans après la fondation de l'Alliance. Elle a été fondée en janvier 1866. Alors au départ, c'est évidemment une institution très balbutiante qui fait dans l'amateurisme au départ parce qu'il y a peu de fonds, il y a peu de locaux. Elle n'a que 4 élèves la première année et dans un 2 pièces du quartier du Marais à Paris, dans un petit logement. C'est comme ça que commence l'IGNO, la grande aventure de l'IGNO. Mais à partir de 1868, à partir de sa deuxième année, on peut dire que commence véritablement un fonctionnement presque normal. Crémieux, Adolphe Crémieux, qui est devenu président de l'Alliance, je rappelle qu'il n'en a pas été l'un des 17 fondateurs, pour des raisons personnelles. Crémieux fait visiter l'école, qui sont les modestes locaux de l'ENIO, au ministre de l'Instruction publique de l'époque, Victor Duruy. Et très vite, on constate un lien très étroit entre l'instruction publique en France, Victor Duruy et ensuite ses successeurs sous la Troisième République, et l'autorité et les dirigeants de l'ENIO. Je rappelle par exemple que Ferdinand Buisson, qui a été le grand maître de l'enseignement primaire sous la Troisième République en France, le grand maître des programmes et directives jusqu'à la guerre de 1914, Ferdinand Buisson, dans ses toutes jeunes années de pédagogue, a enseigné lui-même une année à l'ENIO, vers 1868, je crois. Et ces liens très étroits entre l'instruction publique et l'ENIO, parce que l'ENIO, dans le fond, répond au canon de l'instruction publique française, qu'elle soit celle du Second Empire ou de la Troisième République, ces liens aboutissent à la déclaration de reconnaissance d'utilité publique de l'ENIO en février 1880. Et la directive, d'ailleurs, le décret est signé par le ministre de l'époque, Jules Ferry. Alors, l'ENIO n'a pas de locaux véritablement adaptés. Vous avez dit il faut des enseignants, c'est vrai, il faut aussi des locaux, il faut aussi des fonds financiers. C'est en 1889, et aussi en grande partie grâce à l'aide de l'État, que l'ENIO, au moins pour les garçons, la formation des maîtres, des hommes, est transférée dans de très vastes locaux rue d'Auteuil, à Paris, qu'elle a gardé d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, qui vont rester les locaux de l'ENIO jusqu'à présent, même si l'ENIO en tant que tel n'existe plus véritablement. La scolarité est fixée pour les garçons à 3 ans. Une 4e année de scolarité sera ajoutée en 1876. Vous parlez de la scolarité des garçons, mais il y a également une réelle aventure au sein même de l'ENIO qui est la scolarité, cette fois-ci, des filles, puisque nous l'avons vu, l'éducation des filles était l'un des points prioritaires pour l'Alliance, et donc elle va aussi former des jeunes femmes à être elles-mêmes institutrices. Tout à fait. Alors, avant d'aborder la question des institutrices, parce que c'est l'une des grandes nouveautés et des grandes innovations de l'Alliance que la scolarité des filles et la formation des institutrices, encore une fois, parallèle à ce qui se passe en France au même moment, il faut quand même ajouter que ces élèves de l'ENIO, qui vont donc devoir affronter une scolarité de 4 ans et qui viennent de tout le bassin méditerranéen,
durant leurs 4 années-là, 2 années sont consacrées à la préparation du brevet de capacité, qu'on appelle aussi un peu plus tard le brevet supérieur, que doivent obtenir tous les instituteurs français, tous les futurs instituteurs français. Et ces élèves maîtres de l'ENIO ont une formation finalement plus lourde que leurs camarades français, parce qu'ils ont à la fois la formation classique des instituteurs français, le fameux brevet supérieur, mais ils ont aussi un cursus largement fondé sur la culture juive. Par exemple, ils ont un examen de langue et de littérature hébraïque, un examen d'histoire juive biblique et beaucoup plus tard d'histoire juive post-biblique, au moins pour quelques-uns d'entre eux. Ils ont également un examen de langue arabe. Alors, cette école de l'ENIO forme une vingtaine d'instituteurs chaque année. Mais, je l'ai dit, et vous l'avez souligné, la grande nouveauté, c'est l'école des institutrices. Elle est fondée un peu plus tard, cette école pour les filles, et elle ne disposera pas de locaux avant 1922. Donc, elle est accueillie dans une institution existante déjà, l'institution Bischofheim, d'un banquier industriel juif qui est un gros donateur de l'Alliance, qui est membre d'ailleurs du comité central. Et puis jusqu'en 1922, l'Alliance, l'ENIO version féminine accueillera 12 futures institutrices chaque année, puis un peu plus tard 17, c'est à peu près l'équivalent de l'effectif masculin. La durée des études est la même, c'est 4 ans. L'examen est le même que celui des garçons, avec toutefois une part moindre réservée à l'hébreu. Et avec une part supplémentaire qui ne figure pas dans la scolarité masculine, c'est la formation ménagère. C'est donc en 1922, j'y insiste, que l'ENIO version féminine disposera enfin de locaux en propre. C'est à Versailles qu'elle aura son école normale, grâce à la générosité privée finalement de 2 anciens élèves de l'Alliance à Bagdad, les frères Chamoun, qui avaient fait fortune en Chine et qui, par un don très généreux, ont permis d'édifier ces locaux à Versailles, à ce moment-là. Alors, redisons les choses clairement, parce que c'est un point qui me semble absolument fondamental. Les garçons et les filles qui sont élèves à l'ENIO reçoivent donc une éducation juive, sont formés, on reçoit un enseignement supérieur dans ces matières. Mais ce qui est le plus important, c'est que finalement, avec les diplômes qu'ils obtiennent, ils auraient pu tout à fait devenir instituteurs en Mayenne, dans la Creuse ou en région parisienne. Ils avaient exactement le même diplôme que leurs camarades de France métropolitaine. Oui, absolument le même diplôme, c'est le brevet supérieur. C'est indispensable pour enseigner. Ils auraient pu effectivement rester en France métropolitaine. Quelques-uns d'ailleurs qui démissionneront de l'Alliance se retrouveront dans le système français, mais c'est une minorité. La plupart sont là véritablement pour enseigner à l'Alliance. Je rappelle que les 4 années de scolarité sont tous frais payés par l'Alliance elle-même, ce qui représente une charge financière considérable. Ce qui d'ailleurs obligera les élèves à signer un engagement décennal, c'est-à-dire une obligation d'enseigner pendant 10 ans au moins dans les écoles de l'Alliance. Sinon, ils devront rembourser les frais de scolarité. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est l'origine sociale de ces élèves. L'origine géographique, je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Ces élèves viennent, pour l'essentiel, de milieux pauvres. L'origine sociale est très, très modeste. Alors, l'arrivée à l'ENIO, pour beaucoup d'entre eux, comme pour leurs camarades des écoles normales françaises de la même époque, c'est la voie royale de la promotion sociale. Quand on n'a ni fortune, ce qui est leur cas, ni réseau, c'est leur cas, le diplôme, finalement, c'est le seul viatique pour s'élever dans l'échelle sociale. Et donc, devenir instituteur, c'est d'emblée entrer dans le camp des lettrés et des notables, même s'il en est considéré comme un demi-notable, mais c'est quand même un notable, même de second rang, et de surcroît, être instituteur de l'Alliance en pays d'Orient, c'est bénéficier du prestige de l'Occident, du prestige de l'Europe, a fortiori, quand la langue d'enseignement, c'est le français, et quand c'est à Paris que l'on a été formé durant 4 ans. Et enfin, j'ajoute que pour les élèves filles, les futures institutrices, devenir institutrice, c'est l'une des rares possibilités de mener une vie indépendante, autonome, économiquement autonome, ce qui est rarissime à cette époque-là pour les femmes, bref, d'être émancipée, puisqu'il faut bien reprendre le terme de l'époque. Et tout cela a été parfaitement raconté par un grand nombre d'anciens élèves maîtres de l'Alliance devenus instituteurs un peu partout en Orient, mais aussi parallèlement dans l'école de la Troisième République française par les mémoires d'instituteurs qui ont été recueillis par Jacques Ozouf, et aussi plus tard par le travail mené avec son épouse Mona Ozouf dans Nous les maîtres d'école, un livre de 1967 dû à Jacques Ozouf seul à ce moment-là. Voilà ce qu'on peut dire de leur origine sociale.
Et alors, un dernier point pour conclure cette émission, c'est que vous imaginez bien tous ces instituteurs, tous ces élèves qui sont en fait très jeunes, qui sont à peine sortis de l'adolescence Tout et à qui fait. tout d'un coup arrivent à Paris, découvrent la grande ville, la ville lumière, et pour eux, c'est toujours un moment extrêmement important dans leur formation. On peut quasiment parler, alors évidemment, de dépaysement, c'est naturel en arrivant à Paris, en venant de Bagdad, de Fès ou de Tunis, mais c'est également un facteur d'acculturation finalement. Tout à fait. Dépaysement, oui. D'acculturation aussi, c'est un véritable choc culturel parce que vous l'avez dit, ils arrivent à 15 ans. Ils arrivent à l'âge de 15 ans, à l'âge de 16 ans à Paris. À l'adolescence, ils viennent souvent de très loin. Le choc culturel est terrible. Alors, les témoignages sont très nombreux là-dessus, témoignages qui attestent dans certains cas d'une certaine autodépréciation, dans l'autre cas de la terreur que certains ont pu ressentir. Je vais vous citer ici ce témoignage d'un maître qui écrit dans les années 1930, donc il fait référence à des souvenirs de 1885-1890. Il écrivait: la mise en train est assez difficile car les qualités constatées sont en partie contrariées par des dispositions fâcheuses. D'abord, une certaine indolence dans le vrai travail, celui qui exige effort, attention soutenue, réflexion, recherche. Ensuite, un manque total d'ordre et de méthode qui explique trop bien leur vie antérieure. Enfin, une tendance à être trop satisfait de soi-même. Fin de citation. On voit comment l'élève de l'Alliance venu d'Orient a déjà intériorisé le regard occidental un peu dépréciatif sur lui. Et puis, le deuxième exemple que je voudrais vous citer, c'est l'exemple de cette jeune femme qui vient d'Andrinople, donc elle vient des Balkans, d'origine séfarade. Elle arrive à Paris en 1872, elle a à peine 16 ans, oui. Son périple pour venir d'Andrinople à Paris a duré 9 jours. Elle est attendue à la gare par un employé de l'Alliance qui la conduit à son hôtel rue de Trévise. Rue de Trévise dans le 9e arrondissement parce que c'était là qu'était située l'Alliance avant la rue La Bruyère. Elle doit passer la nuit là avant d'être conduite le lendemain matin à la fameuse pension Bischofheim dont j'ai parlé dans l'émission précédente. Voici ce qu'elle écrit dans ses souvenirs un peu plus tard. À peine étais-je seul dans ma chambre d'hôtel, je m'enfermai à double tour de clé. Je mis la table devant la porte et ne l'ouvris plus malgré la prière réitérée du personnel et des patrons, m'engageant paternellement à prendre quelque nourriture. Je répondais invariablement, avec le peu de connaissance du français que j'avais: merci, je n'ai pas faim, je veux et je dois dormir. Je ne me déshabillai pas ni ne dormis de la nuit tout entière. Fin de citation. Et donc, un autre élément du choc culturel, et je terminerai là-dessus, c'est le regard de mépris qu'ils ont rencontré chez leurs camarades juifs d'Occident ou chez leurs maîtres juifs d'Occident. En 1935, un ancien élève, il était élève en 1875, c'est-à-dire 50 ans plus tôt, sinon 60 ans plus tôt, pardon, il se souvient de ce regard de mépris, et je terminerai là-dessus par ce texte savoureux, ouvrez les guillemets: ce terme d'orientaux par lequel on nous désignait me parut au premier abord singulier, voire péjoratif. Dès le premier contact, je remarquai que les futurs rabbins nous regardaient avec une curiosité parfois gênante. C'est ainsi qu'on demanda à l'un des nôtres si, dans son pays, on mangeait avec une fourchette et si on en connaissait l'usage. On s'attendait peut-être à voir en nous des sauvages du Far West, mais on ne tarda pas à s'apercevoir que certains d'entre nous étaient assez modernisés et très dégourdis. Fin de citation. Merci beaucoup Georges Bensoussan et nous nous retrouvons la semaine prochaine. La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan.